merci aux organisateurs et organisatrices présents et présentes aussi ce matin. Donc, Alix Poel et moi-même, on va vous présenter une communication qui s'inscrit dans un projet de recherche multidisciplinaire intitulé « Organisation alternative de la citoyenneté ». Donc, bon, déjà, c'est une toute petite partie à la fois du corpus et de l'analyse qu'on présente ici aujourd'hui. Toujours un travail aussi en cours des réalisations. On part en fait du constat, donc vous avez compris, Alix Poel, ma collègue, est en sciences de gestion et moi-même en sciences de l'information. Une petite minute, on a un problème, Teams s'est coupé, donc il faut qu'on le relance. Il faut qu'on le relance. Dès que c'est prêt, on vous envoie. Donc on arrête, hein. Ok. Je vais peut-être arrêter les partages en attendant. Hop. Vous nous entendez là? Oui. Ah, donc là, ça a l'air d'aller. C'est en fait le son était coupé là. Ouais. Voilà, bah, écoutez, et le partage alors? Est-ce que vous pouvez repartager votre écran? Oui, pas de souci. Je l'ai fait. Voilà, et là. Vous me dites quand c'est bon? On attend, on ne voit pas. Vous l'avez partagé là, on l'a pas, on ne voit pas. Alors on essaye de le reprendre en local. Mais je pense, est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait les bonnes manipulations pour... Ah, ça y est. Ça y est, allez, on est en Très train. bien. Donc nous écoutons Lauren Peters et Alix Poel, la transition énergétique entre tension et compromis, le cas d'Ederkop et Elher. À vous. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez compris, on participe à un projet pluridisciplinaire collectif intitulé Organisation alternative de la citoyenneté. Ce qu'on présente aujourd'hui, évidemment, c'est une toute petite partie du projet qui est toujours en cours. Il y a plusieurs auteurs en fait, des recherches récentes, notamment en sciences des gestions, où s'inscrit ma collègue Alix, qui constatent une émergence en fait, d'acteurs, notamment d'acteurs organisationnels, dits alternatifs, se consacrant à la transition écologique et en particulier à la transition énergétique. Nous, on va partir de ces organisations-là et très précisément des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On appelle les SIC. C'est un statut français créé en 2001. Donc, les SIC sont des sociétés coopératives qui s'inscrivent dans l'économie sociale solidaire. Elles vont s'appuyer sur une démarche démocratique. On retrouve souvent les principes d'une personne égale à une voix. Elles sont à but non lucratif, mais dans cet éventail, on va dire, des sociétés coopératives, les SIC ont deux particularités majeures. Les multisociétariats, donc il faut au moins 3 catégories de sociétaires pour faire coopérative, usagers, producteurs, salariés, par exemple. Et les SIC doivent aussi proposer des services et des biens qui répondent à des besoins collectifs au sein d'un territoire. Et dans ces contextes, les défis majeurs de gouvernance, des gestions des sociétés coopératives va être celui de faire converger des intérêts variés des parties prenantes de ces multisociétariats dans le but de faire vivre un projet collectif qui concilie performance économique et sociale. Dans ce contexte, certains auteurs affirment donc que les tensions sont structurantes des SIC. On va revenir sur les tensions. Notre objectif est justement d'identifier les tensions au sein d'une SIC. On va faire une étude des cas aujourd'hui, dont Enercop LR, qu'Alix va vous présenter tout à l'heure.
Cette SIC, elle travaille pour la transition énergétique et pour une transition énergétique qui se veut citoyenne. On observe comment la mise en discours et la mise en œuvre de la transition permet justement, dans ces cas-là, de faire compromis, tout en pensant que les justifications, donc la mise en discours est aussi performative dans la mesure où elle suscite, renforce et légitime des logiques d'action collective entre les parties prenantes de cette SIC. Je laisse du coup Alix présenter les cas. Oui, donc notre étude de cas aujourd'hui porte, enfin ce que l'on vous présente aujourd'hui porte sur le cas de la société coopérative d'intérêt collectif Enercoop Languedoc-Roussillon. Donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée en 2011 et qui elle-même fait partie d'un réseau de coopératives régionales qui est coordonné par une coopérative homonyme installée en Île-de-France et qui va porter le projet collectif nationalement. Alors, au-delà de proposer une offre d'électricité verte, locale et citoyenne à des particuliers, à des professionnels et à des collectivités, Enercoop vise le développement de nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable et la maîtrise de la consommation d'énergie à partir d'un ancrage territorial local. Alors, font partie des activités qui sont menées par Enercoop Languedoc-Roussillon. Entre autres, il possède un bureau d'études consacré à des services d'ingénierie autour de la mise en œuvre de centrales photovoltaïques. Ils ont aussi un volet portant sur l'accompagnement de projets citoyens de production d'énergie renouvelable et une activité de formation dans des établissements publics et privés d'enseignement supérieur. On va passer maintenant au cadre, voilà, à la revue de la littérature, du coup. Et avant de préciser un peu mieux aussi notre méthodologie. Donc, on vous a dit, on avait comme objectif, en tout cas pour cette communication, d'identifier un peu mieux les tensions au sein de cette SIC, donc d'Enercoop LR, Languedoc-Roussillon. Et pour cela, on revient à la théorie de convention de Boltanski-Thévenot et plus précisément aux travaux en fait, de Bouillet et Cournet qui proposent une grille analytique à partir des conventions donc de Boltanski-Thévenot pour analyser les tensions au sein des organisations de l'économie sociale et solidaire, y compris donc les SIC, ces sociétés coopératives d'intérêt collectif. Pour nous, ces cadres, même s'il y a des limites, ces cadres théoriques, ils nous permettent de mettre en évidence à la fois des modes d'agir qui coexistent au sein des organisations et leur justification, bien que ce soit un système de catégorisation qui présente des limites, d'ailleurs comme tout système de catégorisation. Pour nous, ces cadres théoriques est à la fois un outil d'interprétation des configurations du monde, en tout cas de l'organisation qu'on analyse, et aussi un support des remises en cause de ces agencements. Et plus que ça, en fait, Bouillet et Cournet proposent plutôt donc une grille analytique et un cadre théorique. Et notre idée aussi, c'était de les tester finalement empiriquement pour voir jusqu'où ça peut nous permettre d'envisager des tensions et des compromis en passant donc par les justifications. Donc, selon Bouillet et Cournet, au sein des organisations de l'économie sociale et solidaire, 3 des 6 conventions de Boltanski-Thévenot permettent de justifier l'agir, c'est-à-dire les modes de gouvernance et de financement, la structuration des activités, la définition des objectifs de cette organisation. Il renvoie aussi à la perception d'un bien commun, d'un projet commun. Donc, dans les SIC, on retrouve cette idée d'intérêt collectif et des projets partagés. Quelles sont ces 3 conventions retenues? La convention civique, la convention industrielle et la convention domestique. La convention civique, elle renvoie au principe de gouvernance, et notamment de gouvernance démocratique des organisations. Chez Enercoop LR, on va retrouver en effet un principe de gouvernance démocratique partagé. Et elle va associer systématiquement les sociétaires aux AG, au conseil d'administration, au cercle de décision. On retrouve aussi donc la convention industrielle qui va renvoyer à la performance, à l'optimisation des modes de management et de gouvernance,
à l'efficacité des processus vis-à-vis des ressources employées. Chez Enercoop LR, on a notamment deux principaux, on va dire, indicateurs de performance. Un premier qui est fondé sur les modèles économiques de la société, de la coopérative, de la SIC, qui encourage en fait l'obtention des nouveaux clients et sociétaires, peu important finalement les volumes de consommation, des kilowatts consommés en termes de fourniture d'électricité. Donc, c'est un modèle très particulier lié aussi au réseau national. C'est très important pour eux d'apporter des nouvelles souscriptions, des nouveaux abonnements. Donc, ça, c'est un indicateur très important. Et les seconds se concentrent un peu plus sur la recherche d'équilibre entre la consommation et la production d'énergie renouvelable en Occitanie, sur les territoires. L'idée de pouvoir produire un volume égal à celui qui est consommé pour justifier aussi une décentralisation de ces marchés de l'énergie. Et on a encore une troisième convention, donc la convention domestique qui, de manière absolue, va revenir sur les principes défendus par les pionniers, par les fondateurs de l'organisation, souvent liés dans l'économie sociale et solidaire à la solidarité, à la confiance, au soutien entre les individus composant l'organisation, ou encore dans les liens entre l'organisation et les territoires. Et pour Enercoop LR, on retrouve donc un fort ancrage territorial. Cette idée de faire avec les ressources locales, pas seulement des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines, des ressources matérielles, et une dimension militante. Et cette dimension, elle revient même dans la signature. Ils vont signer énergie militante, portée par les pionniers et qui va s'y manifester dans différents principes comme les positionnements contre les nucléaires, les énergies non renouvelables d'une manière générale, la décentralisation du marché, l'importance de l'implication citoyenne dans des questions techniques. Voilà, on a plusieurs principes qui soutiennent, on va dire, cette dimension domestique. Je laisse du coup Alix continuer un peu plus sur ces cadres. Alors, ces trois conventions, elles vont venir cohabiter au sein d'Enercoop Languedoc-Roussillon. Et cette cohabitation, elle va entraîner des tensions. Alors, les tensions ici, telles qu'on les définit, on les définit comme des inconforts résultant de conflits d'idées, de principes ou d'actions. Et là, la résolution de ces tensions, elle est possible via un compromis. Pour cela, Bouillet et Cornet, sur lesquels on s'appuie dans notre proposition, dans notre communication, pour construire un compromis, les individus doivent construire un accord hybride sur la base en fait des conventions en tension. Et cette recherche d'un compromis va être soumise à une exigence de justification. Donc, justifier, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en forme des arguments, des informations qui permettent d'établir un mode d'action collectif entre différentes parties prenantes. Trouver un compromis entre les parties prenantes, finalement, consisterait à amener les individus à se compromettre, à promettre ensemble autour de logiques qui s'opposent en les intégrant dans un ordre plus large et composite. Donc, au sein d'Enercoop Languedoc-Roussillon, nous, notre hypothèse, l'hypothèse que nous faisons, c'est que le projet collectif autour de la transition énergétique va permettre de retrouver à chaque phase de développement de cette coopérative un compromis entre les parties prenantes. Et à chacune de ces phases, la transition énergétique va être opérée et justifiée d'une manière particulière de façon à dépasser les tensions qui surviennent. Alors, pour venir questionner cette hypothèse, nous sommes appuyés sur la méthodologie d'une étude de cas unique avec une approche longitudinale. Et nous nous sommes appuyés pour cela sur les rapports d'activité produits par la coopérative entre 2012 et 2020. Donc la coopérative, elle est née en 2011. C'était au tout départ une association de préfiguration de la coopérative, de la SIC, de la Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc on a un premier rapport d'activité en 2012. Alors, ces données issues des rapports d'activité sont des données de discours qui viennent rationaliser, expliquer, justifier des actions, des modalités d'agir
et des réflexions a posteriori, ce qui peut constituer une limite dans notre travail. Pour analyser ces données, nous avons réalisé une analyse de contenu thématique. Donc, on a codé chacun des rapports d'activité en binôme en nous appuyant sur la grille d'analyse construite à partir de la théorie des conventions et plus particulièrement les conventions civiques, domestiques et industrielles. Donc, cela nous a permis d'identifier 3 temps de développement au sein de la coopérative Enercoop Languedoc-Roussillon, en les envisageant, à partir des tensions entre les conventions étudiées dans l'étude des rapports d'activité et à partir des compromis qui reposent sur des justifications qui sont données dans ces rapports d'activité et les actions mises en place au sein de la coopérative, toujours décrites dans ces rapports d'activité. Je vais maintenant laisser la parole à Lorraine pour présenter la première phase du coup chez Enercoop des résultats. Oui, donc voilà, je reviens sur les résultats. Comme Alex a dit, on a identifié 3 phases principales. La première est vraiment associée au démarrage du projet dans la SIC. Pour revenir un peu au cadre théorique, on va identifier des tensions, notamment issues des conventions domestiques et industrielles, dans la mesure où on retrouve à la fois les besoins de développer économiquement la coopérative sur les territoires, augmenter justement le nombre de clients, de sociétaires, se faire connaître. Il y a plusieurs mesures qui permettent de justifier ces développements de la coopérative, mais aussi un besoin et notamment une préoccupation de l'effacement des valeurs militantes des pionniers, des fondateurs de la coopérative. Et on a juste mis une citation justement du rapport d'activité de 2015 qui illustre bien cette préoccupation. L'enjeu est de continuer ces développements économiques sur les territoires tout en conservant nos valeurs. Du renouvelable, bien sûr, c'est noté sur les diapos, du renouvelable, bien sûr, plus que jamais, et du coopératif, toujours. Donc, citation du rapport de 2015. Et on retrouve du coup un mode d'action pour opérer la transition énergétique à ce moment-là, passant essentiellement par la production des énergies renouvelables en Occitanie. C'est-à-dire que Enercoop Languedoc-Roussillon va suivre, accompagner des projets citoyens formés par des habitants de production d'énergie, donc d'installation des centrales éoliennes, photovoltaïques, va développer tout un dispositif d'accompagnement de ces projets, va parfois devenir propriétaire aussi de ces centrales, finalement, de production d'énergie, et les focus sur la production permet justement de trouver des compromis dans la mesure où cette production vient assurer la prise en compte des ressources locales et garantir du coup une décentralisation du marché énergétique. C'était des valeurs portées du coup par les fondateurs comme on a évoqué juste avant. Ça permet de garantir l'origine de l'énergie, mais aussi de maîtriser en partie sa performance commerciale, dans la mesure où ça permet une stabilité du prix des ventes aux consommateurs de l'électricité, et d'impliquer des citoyens autour des projets concrets, visibles, locaux, qui s'y déploient dans les temps. C'est vrai que ça revient beaucoup, l'idée que l'énergie, elle est immatérielle, l'électricité, on n'arrive pas à justement la matérialiser, et la produisant avec des centrales, ça permet de donner voilà, quelque chose de plus concret au projet collectif. Donc, Alex va parler de la phase 2. Alors, sur cette deuxième phase, entre 2016 et 2018, la tension prédominante qui émerge dans cette phase s'inscrit entre les conventions industrielles et civiques. Durant cette période, Enercoop, donc la coopérative étudiée, a fait preuve d'une croissance économique avérée. Dans l'éditorial du rapport d'activité de 2017, on parle même de crise de croissance et d'une notoriété aussi de plus en plus importante sur le territoire. En même temps, la coopérative doit faire face, donc entre 2016 et 2018, à un déficit sur son bilan comptable. Et pour faire face à ce déficit, Enercoop a accentué ses efforts sur le gain de clients et l'appel à la souscription à des parts sociales, ce qui a suscité un certain nombre de tensions.
Pour répondre à ces tensions, hein, le besoin de structuration en interne, de consolidation de la gouvernance partagée a été présenté comme un moyen du coup pour affronter cette crise de croissance et revenir sur le projet collectif de la coopérative, tout en luttant contre les dérives non démocratiques imposées par la Convention industrielle et concrètement hein, le déficit budgétaire. Donc ça s'incarne hein, dans une citation, enfin dans un extrait du coup du rapport d'activité de 2017 qui explique l'examen de la situation économique. Les solutions à apporter ont largement fait passer les questions de gouvernance partagée au second plan, voire l'ont remis en cause. Dans le même temps, a été mise à l'épreuve la capacité de concertation et d'action du groupe des 9 coopératives régionales. Le risque d'éclatement a été bien réel. Donc, des actions stratégiques et des dispositifs ont été mis en place durant cette période pour venir restructurer la gouvernance à la fois en interne, au sein en fait de la SIC Enercoop Languedoc-Roussillon et aussi dans le réseau des coopératives régionales. Cette refonte, cette restructuration, hein, elle s'incarne par la refonte des statuts en interne en renforçant la dimension partagée de la gouvernance et par la mise en place d'un comité éthique réseau au sein du réseau des coopératives régionales, notamment. La politique, ensuite, hein, la politique commerciale et de souscription à des parts sociales a été également extrêmement questionnée et elle a été revue. Les instances décisionnaires hein, au sein d'Enercoop Languedoc-Roussillon, notamment le conseil d'administration ou bien les salariés, ont produit un effort extrêmement important afin d'impliquer les différentes strates de sociétaires dans la vie démocratique et coopérative de cette coopérative. Dans cette phase, finalement, le moyen, le mode d'opérer pour opérer la transition énergétique passe par l'implication de nouveaux sociétaires. Donc, ce sont des citoyens qui sont envisagés comme moins militants que les pionniers, via la mise en place de dispositifs qui viennent faciliter la sobriété et la maîtrise de la consommation d'énergie, mais aussi l'implication citoyenne dans la production d'énergie renouvelable. Mettre cela en place, c'est ce qui va permettre finalement d'aligner à la fois les objectifs de performance économique de la coopérative avec, d'autre part, la consolidation d'une gouvernance partagée où les sociétaires qui le souhaitent peuvent s'engager directement dans les activités d'Enercoop en lien direct avec la transition sur le territoire. En ce qui concerne la troisième phase vécue par cette organisation, donc elle démarre en 2019 et elle est marquée par la consolidation économique de la coopérative avec pour la première fois des exercices comptables à l'équilibre et des tensions entre les conventions civiques et les conventions domestiques. Donc, oui. Je pense qu'on arrive au bout de notre temps, en fait. Pour vous dire que vous commencez à dépasser un peu le timing. Bon, comme on a une intervenante en moins, enfin, ne prenez quand même pas trop de temps pour arriver à la fin, là, quand même. Hein. Vous êtes à 32 minutes. Hein. Ok, d'accord. Bon, mais je vais très vite sur cette troisième période. Donc, sur cette troisième période, ce que l'on voit, c'est du coup une critique et une tension entre les conventions domestiques et les conventions civiques, et des dispositifs ont été mis en place pour tenter de régler ces tensions, notamment en redéfinissant une raison d'être intégratrice pour la coopérative que l'on voit apparaître là dans notre PowerPoint et qui est extraite du rapport d'activité 2019. Donc ELR œuvre pour un modèle énergétique durable pour part avec tous les citoyens et acteurs, actrices de nos territoires dans une logique de coopération.
Il y a eu aussi une redéfinition du rôle des salariés au sein de l'organisation avec l'aide d'un cabinet de ressources humaines. Et enfin, pour assurer un accès inclusif de l'ensemble des sociétaires à la vie coopérative, un travail de co-construction des dispositifs de participation a été effectué avec les concernés, donc avec les sociétaires. Donc les justifications durant cette période portent essentiellement sur la réorganisation de l'équipe salariée, sur leur rôle, la nécessité de revoir le périmètre d'action de ces derniers, la nécessité aussi de trouver un équilibre entre production et économie d'énergie, avec la mise en place de dispositifs portant sur la sobriété énergétique notamment, et la volonté de venir cueillir toutes les volontés de participation pour être plus inclusif. On va maintenant passer du coup à la discussion. Ouais, très rapidement, donc peut-être juste pour revenir sur des points principaux. Les tensions entre les conventions, en tout cas proposées par Bouyer et Cornet, elles coexistent au sein des SIC, notamment dans la SIC étudiée. Ces tensions sont dépendantes des stades de l'évolution de l'organisation. Ils contribuent aussi à sa pérennisation sur les territoires. Donc, il y a aussi une dimension, on va dire, positive qui permet aussi une gestion plurielle des différentes parties prenantes au sein de cette SIC. Sur la transition énergétique, elle prend une forme donc protéiforme au sein de cette SIC, qui passe à la fois par la production et par la consommation des énergies renouvelables, et qui doit articuler à chaque moment spontanéité de proposition et institutionnalisation des dispositifs, envie de sociétaire et objectifs de la SIC. Donc, on voit aussi ces articulations qui permettent de faire du coup transition, en tout cas dans ce cas, dans ces contextes. En termes des limites, c'est vrai que nous, on a pris un peu la question à l'envers du colloque. On a envisagé la transition comme une possibilité de transcender des tensions au sein d'une organisation, mais quelles sont les tensions qui surgissent dès la mise en œuvre de la transition? Là-dessus, on n'a pas pu vraiment développer toutes ces justifications qui ne sont pas formalisées dans les rapports d'activité au sein du dispositif qui peuvent surgir. Il y a aussi interorganisation, parce qu'ENERCOP, bien sûr, est dans une sorte d'écosystème en contact avec d'autres institutions, avec d'autres organisations sur les territoires. Donc, tout ça, malheureusement, on ne va pas aborder aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci. Et je ne sais pas, Salix, si tu veux compléter, sinon on s'arrête là. On s'arrête là, du coup, pour respecter le timing. Okay, merci. Non? Ah oui, bien sûr. Merci. Peut-être présenter quand même d'où vous venez, où vous êtes. On ne présente pas assez les intervenants, donc vous venez d'où, vous travaillez où, qu'on sache ce préalable. Lorraine, tu veux commencer? Non, vas-y. Non. Donc moi, Alix Poels, je suis à l'IRG, l'Institut de recherche en gestion, à l'université Paris-Est Créteil, domaine de conférence. Et Lorraine, du coup. Donc Lorraine à l'université Grenoble-Alpes, en sciences de l'information et communication, GRESEC, maître de conférence aussi. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. On a déjà travaillé ensemble dans le cadre d'un projet qui s'appelait ESADICAS, études socio-anthropologiques des dispositifs d'acculturation à la sobriété, dans lequel on avait commencé à travailler avec cet acteur, donc avec cette SIC, ENERCOP Languedoc-Roussillon, et on continue ce travail dans un nouveau projet de recherche multidisciplinaire qui s'intitule Organisation alternative de la citoyenneté. Voilà. Vous voyez ce contexte important, comme ça on voit mieux d'où ça vient, d'où ça parle. Alors, ça va me permettre de vous faire une petite remarque, parce que ça m'intéresse beaucoup et les sujets sur lesquels vous travaillez sont des sujets qu'on travaille beaucoup en Infocom, notamment en communication des organisations. Et là, je dirais, pour aller, je vais essayer d'être un peu rapide et schématique, de ne pas rentrer trop dans des arguties, mais il me semble qu'il vous manque peut-être une étape qui, au niveau épistémologique, serait très intéressante, puisque vous essayez finalement de retraduire des modèles
et des évolutions de modèles et de dynamiques à travers des tensions, à travers des logiques maintenant de tensions aussi bien entre acteurs qu'entre formes. Et voilà, c'est là que je vais vous engager. Il me semble que vous pouvez difficilement, vu ce que vous décrivez, des dynamiques en tension, des dynamiques en recomposition, des dynamiques en re-questionnement, de vous priver de la question des formes. Alors, il me semble que soit vous la connaissez bien et vous la convoquez pas, et à mon avis, c'est dommage, soit vous la connaissez pas assez, alors à ce moment-là, moi, je vous donne rapidement, parce que vous êtes sur un positionnement à partir des formes héritées, monde civique, que je connais bien, monde civique, monde traditionnel, monde industriel, monde domestique, tout ce que Boltanski et Thévenot ont notamment développé dans le cadre des théories de la convention et au-dessus de la question de l'économie de la régulation. Mais la traduction de tout ce patrimoine théorique a été fait fortement en Infocom, notamment dans le courant de la communication et des organisations. Et vous avez Jean-Luc Bouillon avec toute la question de la rationalisation. Vous avez Christian Lemoine avec les formes propensives, les formes objectales, les formes propagatives, avec un énorme travail qu'il a fait. Donc justement, il y a un livre qui est sorti autour de ces travaux et sur lequel on a fait pas mal de séminaires avec Sidonie Gallo, Jean-Luc Bouillon, justement, moi-même, Pierre Bellecambre, etc. Vous avez Durand-Part, votre serviteur, avec les formes organisationnelles auto-organisées, la question des organisations apprenantes. Et vous avez enfin Françoise Bernard, sur un seul pendant de ses travaux, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, sur la tension entre forme instituée et forme instituante. Vous voyez, je pense que vous ratez un peu ce passage-là, je vais terminer, qui vous permettrait du coup épistémologiquement de bien décrire les mouvements que vous décriviez parfaitement bien, des logiques de tension, de recomposition, de dislocation, et qui sont finalement le passage. Il ne faudrait pas oublier que l'héritage de Boltanski et Thévenot, c'est aussi pour une part Castoriadis, et qui ferait le lien entre forme héritée et forme engagée, et forme mouvement, et forme émergente. Et là, je pense qu'il y a toute une littérature en Infocom qui vous permettrait d'aller simplement à raisonner épistémologiquement tout ce que vous décrivez. Voilà, c'est ce que je pense, en recevant ce que vous me dites, et pour ce que j'en connais moi-même. Non, peut-être juste pour commenter rapidement, parce qu'en effet, moi, je suis en sciences de l'information et communication et je connais un peu ces travaux, tous ces travaux-là. C'est vrai que pour nous, c'est ce que j'ai essayé de dire au tout début, une entrée, on va dire, plus par les sciences de gestion, une première entrée déjà dans ces champs théoriques qui n'est pas évident, hein, comme j'ai dit, il y a plusieurs limites. Et déjà, donc, dans un premier moment, d'identifier en effet les tensions, mais je pense qu'en effet, la prochaine étape, ça serait de dialoguer. Enfin, moi, j'avais déjà un peu commencé, mais c'est vrai que pour aujourd'hui, avec les temps limités, c'était un peu... Moi, je vous engage on n'a pas pu non plus ouvrir là-dessus, mais en tout cas, c'est très intéressant, notamment pour la mise à jour aussi des propos, je pense. C'est tout ce que vous décrivez, c'est toutes les dynamiques et mouvements que vous décrivez, renvoient à ces questions-là, et on partage entre les sciences de gestion et les Infocom comme des organes, ce patrimoine autour de, si vous voulez, Boltanski, Thévenot, alors les sciences de gestion un peu moins Castoriadis, c'est vrai, mais Boltanski, Thévenot et toutes les traductions qui ont pu donner. Et en plus, je vous dis, il y a eu un travail véritablement d'appropriation et de recontextualisation de ces sources en Infocom, notamment dans le champ de la communication des organisations. Mais voilà, mais très intéressant par ailleurs, tout ce que vous avez décrit, parce que ça pose toute la question des stratégies des acteurs, des stratégies des structures et des implantations territoriales et des logiques institutionnelles. Donc, vous avez vraiment un très bon filon. Je crois que vraiment, l'arraisonnement aux formes, la pensée par les formes, vous permettrait de donner un socle théorique et épistémologique à ce que vous faites. Nous avons donc Madame Céline Pasquale-Espini qui va intervenir. Je vais juste intervenir déjà un grand merci pour votre présentation. Je suppose que vous avez dû participer aussi au colloque du Rio DD cette année ou pas? Non. Le RIAD, le Réseau international des organisations de développement durable, qui est a fait un atelier complet. Donc cette année, il avait lieu à Montpellier Business School en partenariat avec MRM Management, Research Management à Montpellier Research Management, pardon. Et donc il y avait trois ou quatre communications sur les STIC.
et que j'ai trouvé extrêmement intéressante et qui abordait en fait le sujet par des angles complètement différents aux vôtres et ça pourrait être complémentaire. Ah oui. Donc il faudrait peut-être regarder le programme qu'il y a eu en 2021 et je sais qu'il y a des choses qui commencent à bouger sur ces formes-là. Moi, et puis une dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que je suis actuellement en recherche avec une autre collègue qui est aussi en sciences de gestion, qui s'appelle Ingrid Mazili. Et alors, nous en sommes très loin de ces objets-là, mais nous intéressons à la question des tiers-lieux et à la question de l'informel et qui est sens en fait de l'organisation. Elle est en ressources humaines, elle, en GRH. Donc, peut-être on pourrait discuter, croiser un peu nos approches, sachant qu'on aborde, je crois, des questions qui sont complémentaires, mais avec des prismes et des angles de recherche qui sont pas du tout sur les mêmes terrains, mais qui, au final, peuvent aboutir à des choses, des conclusions qui peuvent être intéressantes. Donc, il faudra qu'on reste en contact. Voilà. Oui, super. Super. Bah, je ne sais pas, ça fait des années finalement que je travaille autour des SIC. Mais je ne sais pas si tu veux dire un mot, mais c'est très bien qu'on puisse garder contact. Oui, tout à fait. Bah, on pourra donner nos adresses email dans le chat. Voilà. Oui, c'est vrai que voilà. Je ne suis pas arrivée à cette diapo. Alors, j'essaye de voir s'il y a des questions éventuellement. Il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il y aura une autre question dans la salle? Non. Bon, ben, on va vous remercier beaucoup.